Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne EWaPlay, une chaîne consacrée au mystère et à l'inexpliqué. Pour cette première émission, nous vous proposons de découvrir le cas Skinwalker, mondialement connu pour ses phénomènes inexpliqués dans le ranch de l'Utah. Alors, le ranch de l'Utah, il est réputé pour ses phénomènes étranges. C'est le journaliste Knapp, connu pour son reportage sur la zone 51, et l'expert scientifique Keller, qui ont retracé ces phénomènes exceptionnels dans leur ouvrage intitulé La science face à l'inexpliqué. Il rapporte l'histoire de la famille Gorman qui, dans les années 90, a fait l'expérience d'événements traumatisants tels que des rencontres poltergeist, des disparitions inexpliquées d'objets, des mutilations de bétail étranges ou encore des contacts ufologiques étonnants. Et c'est une équipe de scientifiques qui s'est attelée pendant 8 ans à comprendre et à expliquer ces phénomènes, tous concentrés dans le ranch de l'Utah, mais sans succès. Bonjour à tous. Alors ce soir, on accueille donc Fabrice. Merci Fabrice d'être avec nous. Donc, petite introduction, Fabrice Bonvin est écriteur et formateur certifié en entreprise. Spécialiste de l'ufologie, il a collaboré à l'ouvrage collectif OVNI et Conscience, sorti en 2015. Il est également le fondateur de l'Académie de l'intuition, où il explore empiriquement et intellectuellement l'intuition depuis une dizaine d'années, en pratiquant notamment la méthode du Control Remote Viewing. Alors, merci encore Fabrice d'être avec nous. Petite précision aux personnes qui nous regardent ce soir. On parlera de manière générale du processus de divulgation aux États-Unis avant de focaliser sur le ranch, même si on y arrivera très rapidement. Alors Fabrice, première question pour toi. Où en est l'UAPTF aujourd'hui suite au départ de Luz Elizondo en 2020? Oui, alors merci de m'accueillir sur votre chaîne. Je suis honoré. Bonsoir Anaïs, bonsoir Marie-France. Alors, pour répondre à cette question, on est tous dans l'attente actuellement. Donc, on est en décembre, mi-décembre 2022, d'un rapport en fait qui doit être justement rendu public. Ça fait déjà plus d'un mois en fait que ce rapport aurait dû être rendu public. Il ne l'a toujours pas été. Donc, où on en est, c'est qu'en fait, on attend tout simplement ces conclusions. On a déjà à deux reprises des rapports qui ont été publiés et en fait sur la demande en fait du monde politique auprès des agences de gouvernement. Ils demandent en gros de récolter toutes les informations qui ont été, je dirais, capturées sur les OVNI de manière à avoir une vue globale sur ce que c'est le gouvernement sur les OVNI. Je me souviens que c'est une initiative en fait qui date de l'époque du Covid. Et puis donc le monde politique, en particulier le Sénat et le Congrès, ont demandé aux directeurs des agences de révéler tout ce qu'ils savent sur les OVNI. On a eu un premier rapport qui a dit qu'effectivement, il y a beaucoup de cas qui sont inexpliqués, donc qui ne s'expliquent pas de manière conventionnelle, mais qu'effectivement, il fallait encore faire une analyse beaucoup plus fine des données, puisque c'est une approche qui se base effectivement, une approche scientifique qui se base sur des données, avec toujours, je dirais, en toile de fond, l'hypothèse que ce pourrait être des drones ou des systèmes de détection, je dirais, furtifs, russes ou chinois. Voilà. Et il y a un deuxième rapport qui est sorti un tout petit peu plus tard. Il y a également eu un audit qui a eu lieu, qui a été diffusé en public, un audit public, qui a montré qu'effectivement, les cas, il y en a beaucoup plus que ce qu'on imaginait, et ce qui recoupe d'ailleurs ce que disaient les pilotes d'avions de chasse américains qui disaient avoir affaire à des ovnis de manière quotidienne. Voilà, et on sait que ça donne lieu notamment à des enregistrements radar, il y a des photographies, il y a des observations visuelles. Je ne vais pas revenir là-dessus, il y a beaucoup de cas qui ont été documentés. Voilà. Et maintenant, on attend un troisième rapport, et puis ce rapport met du temps à sortir. On ne sait pas pourquoi il met du temps à sortir, mais selon les informations qui sont déjà sorties dans la presse, qui ont fuité, beaucoup de cas pourraient être expliqués, notamment la fameuse vidéo Gimbal. On voit cet ovni qui fait une rotation sur lui-même, d'où le nom en anglais Gimbal, qui serait en fait, ce qu'on apprendra, c'est que c'est l'effet en fait d'un artefact vidéo. Et puis effectivement, une autre vidéo qui s'appelle Go Fast, qui était également enregistrée par des pilotes de l'air en fait, américains au large des côtes de la Floride et de la Virginie, qui pourrait s'expliquer en fait par un ballon filmé depuis en fait en vue aérienne. Voilà. Donc beaucoup d'explications prosaïques qui pourraient être apportées dans ce troisième rapport.
Voilà, moi, mon sentiment personnel, je suis pas étonné. Je pense que on est passé, c'est drôle, d'une époque où pendant 70 ans, 80 ans, toutes les observations d'OVNI devaient être expliquées à, à tous les coups, en fait. On se souvient de l'épisode du gaz des marais, par exemple. Les OVNI étaient systématiquement des ballons-sondes, la planète Vénus, des méprises, des canulars. C'est ce qu'on appelle le debunking ou le déboulonnage en français. Voilà, donc une politique qui a été instituée au début des années 50 par la CIA avec le rapport Robertson, hein, c'était en 53. Et puis maintenant, on est passé à un autre extrême où tout doit être effectivement inexpliqué. Et en fait, c'est jamais ni noir ni tout blanc. Il y a des zones de nuances, de gris, où effectivement, il y a des phénomènes qui sont, à mon avis, complètement irréductibles. Et c'est le cas, par exemple, du Nimitz. On a des témoignages extrêmement solides des meilleurs pilotes au monde qui ont pu filmer, observer à l'œil nu, ils sont plusieurs à l'avoir fait, des phénomènes qui ne répondent à aucune explication. On ne peut pas réduire ces phénomènes à une explication qui soit naturelle ou terrestre. Donc, on est vraiment en face d'un phénomène exogène. Et puis, on a effectivement plein de méprises, plein de choses qui peuvent être explicables. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Mais on a tendance à naviguer d'un extrême à l'autre. Alors, si on rentre un peu dans le sujet du Skinwalker Ranch, le Pentagone a investi beaucoup d'argent depuis 1950 dans de nombreuses études donc sur le ranch. Est-ce que tu peux nous parler un peu des dernières révélations du Pentagone vis-à-vis de ce sujet en particulier? Alors, ça risque d'être compliqué. Je vais dire pourquoi. Parce qu'effectivement, l'armée américaine a investi le ranch de manière secrète durant plusieurs années. Et quand je dis l'armée, je vais être plus précis, c'était la Defense Intelligence Agency qui s'en est occupée. Et plus précisément, le chef de projet s'appelait Lakatsky. Lui, il travaillait effectivement c'était un agent de la DIA, mais effectivement, il a travaillé, on se souvient, avec Robert Bigelow. Robert Bigelow de Bigelow Aerospace. Donc, Robert Bigelow est un entrepreneur richissime. C'est un espèce de mini Elon Musk, si on veut, passionné aussi par la conquête spatiale et passionné aussi par les ovnis et puis par les expériences de mort imminente. Il est intéressé par les mystères en fait de l'univers, si on veut. Et comme il a beaucoup d'argent, il a souhaité effectivement faire un partenariat à l'époque avec Harry Reid. Et Harry Reid, on se souvient que c'est un sénateur très influent qui est du Nevada, sauf erreur, qui est décédé il y a 1 an et demi ou 2 ans de cela, et qui est effectivement, lui, très influent dans la sphère du renseignement militaire, et qui a pu effectivement débloquer un budget de manière à pouvoir, je dirais, un petit peu en catimini, enquêter sur le ranch, grâce à son ami également Robert Bigelow, qui a financé en fait ces enquêtes. Voilà. Et puis, ils l'ont fait au travers d'une structure que Bigelow a aussi financée, qui s'appelle le NITS, mais qui n'existe plus maintenant, qui est une structure privée, mais qui réunissait des scientifiques de très haut niveau, dont Jacques Vallée, par exemple, qui se sont intéressés de manière générale au phénomène OVNI, mais en particulier au ranch de l'Utah. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que cette étude a duré plusieurs années, mais on n'a jamais, n'a jamais été rendu public les résultats en fait de ces études. Un petit peu à travers le NIDS à l'époque, mais le NIDS n'existe plus. Puis en ce qui concerne l'armée ou la DIA, il n'y a absolument rien qui a fuité. Donc je peux pas répondre à la question. En fait, c'est resté en fait secret, malheureusement. Mais c'est plus le cas maintenant puisque les civils ont pris la relève. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Mais ce que je peux dire autre chose, c'est qu'il y a un livre très intéressant qui est apparu aux États-Unis, je crois qu'il y a 1 an ou 2, et le nom, le nom c'est Skinwalker at the Pentagon, d'accord, qui a été écrit entre autres par Lakatsky et qui relate en fait ce qui s'est passé durant cette enquête. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important, c'est qu'à l'origine du programme secret sur les ovnis qui s'appelle LATIP, qui a eu lieu, dans lequel travaillait notre ami Lou Elizondo. À l'origine de ce projet, il y avait un autre projet qui s'appelle l'OSWAP. Et l'OSWAP, c'est justement un projet
qui s'intéressait aux ovnis, mais pas qu'aux ovnis, surtout au paranormal et surtout au ranch de l'Utah. Donc, tout a commencé avec le ranch de l'Utah. Alors, le rapport Bass affirme que Malmström a signalé 61 rencontres inexpliquées sur une fenêtre de 5 mois, de juillet à novembre 1975, notamment une rencontre étonnante le 7 novembre 1975 au CEO de missiles ICBM K7 attaché à Malmström. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette manifestation? Alors, Robert Salas, j'ai eu la chance non seulement de l'inviter à Paris, mais de le rencontrer l'inviter pour une conférence et de le rencontrer, de prendre le temps de manger avec lui, d'échanger avec lui et avec son épouse, et puis de faire une émission de radio avec lui. Aussi, c'est vraiment impressionnant d'avoir en face de vous un militaire qui était en charge des missiles intercontinentaux, vous raconter ce qui s'est passé cette nuit où vous avez sur le plancher des vaches un de ses collègues militaires qui assure la garde des silos nucléaires. Il faut bien se dire que ce sont des silos de missiles intercontinentaux, donc qui ont la capacité à déclencher une guerre mondiale nucléaire. Eh ben, ce soldat appelle Robert Salas et lui dit « Écoute, j'observe un disque au-dessus, un disque rouge flamboyant au-dessus des missiles, des silos de missiles. » Et puis, à ce moment-là, Robert Salas, qui se trouve sous le sol, il est aux commandes des missiles, observe que les 10 missiles sont désactivés les uns après les autres. Donc, je vous laisse imaginer la panique qui s'est emparée de lui jusqu'au moment où les missiles se sont réactivés. Et apparemment, ce qu'on pense, c'est que c'est effectivement l'OVNI qui a déclenché cette panne. Et cet incident n'est pas du tout isolé. On a pu recueillir des témoignages d'autres militaires qui ont vécu des événements similaires. On a également pu recueillir des témoignages de militaires qui ont pu observer des ovnis suivre les ogives nucléaires en vol. Donc tout ça est non seulement en fait le fait de militaires qui sont extrêmement crédibles et qui étaient, je dirais, leur responsabilité est effectivement de gérer ces missiles. Ils ont la capacité de déclencher une guerre nucléaire, évidemment sur ordre du commandement et du président des États-Unis. Mais également, ce qui est intéressant, c'est que ces incidents sont documentés par des documents officiels reconnus comme tels, puisqu'aux États-Unis, il existe une loi qui s'appelle la Loi sur la liberté d'information, Freedom of Information Act, qui a été votée par Carter, c'était en 1974, et qui permet à n'importe quel citoyen, à n'importe quel organisme, de demander d'avoir accès à des documents qui sont classifiés. Et le gouvernement donc, analyse les demandes, et si ça ne cause pas un problème pour la sécurité nationale en termes de sources ou de méthodes, eh bien, effectivement, peuvent rendre publiques ces informations. Et ces informations, en fait, qui ont été rendues publiques, corroborent ou confirment complètement ce que disent les militaires sur les ovnis qui interviennent sur des sites nucléaires. Alors, on a eu ça effectivement aux États-Unis, mais on a eu des cas similaires en Russie, surtout durant l'époque de l'URSS. On a beaucoup de documents déclassifiés, de témoignages des militaires russes. Et on a également, en fait, le fameux cas de Rendlesham Forest. Donc, Rendlesham se trouve en Angleterre, où, effectivement, en décembre 1980, durant plusieurs nuits, des ovnis ont survolé la base. Et puis, on a su plus tard que les hangars de cette base abritaient des missiles nucléaires de l'OTAN. Voilà. Donc, en fait, de nouveau, un fort intérêt du phénomène ovni pour le nucléaire. Alors, Leslie Kean a évoqué l'effet autostoppeur dans une interview au sujet de Skinwalker. Donc, de ce que j'ai compris, c'est le fait qu'on vive un phénomène et que ce phénomène ne nous lâche plus durant toute notre vie. Si je peux vulgariser ça rapidement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, j'en pense que c'est tout à fait correct. Ça s'appelle Hitchhiker Effect. Le hitchhiking, c'est autostoppeur. C'est un phénomène qui a été vécu par les militaires américains quand ils étaient effectivement sur le ranch, durant ce programme top secret qu'on a mentionné tout à l'heure, où les militaires ou les analystes ou les scientifiques de l'équipe
étaient suivis en fait par les phénomènes paranormaux qui se déroulaient sur le ranch. Donc, il faut bien s'imaginer qu'ils étaient en mission sur le ranch et puis que durant les week-ends ou durant les vacances, ils rentraient chez eux auprès de leurs proches et les phénomènes paranormaux les suivaient chez eux. Donc, on avait ce premier phénomène. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était principalement des orbes, des espèces de phénomènes ovnis miniatures, des phénomènes de poltergeist, donc d'esprits frappeurs, des phénomènes d'entités, et certains ont même développé des maladies auto-immunes. Et tout ça, vous le trouvez justement dans le livre, tous ces témoignages, que c'est une grosse partie du livre, du bouquin qui s'appelle Skinwalkers at the Pentagon, qui n'a pas été traduit en français encore. Mais voilà, pour les anglophones, c'est un livre que vous pouvez vous procurer, qui relate en fait cet effet de hitchhiking. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement les gens étaient suivis, mais en fait, eux-mêmes pouvaient ensuite contaminer leurs amis. Donc, on peut imaginer qu'un mari rentrait chez lui, contaminait son épouse, et son épouse, après, allait contaminer son ami ou sa cousine ou ses collègues de travail. Donc, en fait, un phénomène de contamination du paranormal. Assez étrange jusqu'au bout, en effet. Mais documenté par des médecins. Comme je disais, les gens ont développé des maladies auto-immunes assez graves, certains d'ailleurs aussi. Donc, on voit que la frontière entre l'ufologie et le paranormal est assez poreuse. Alors, une question un petit peu en dehors, mais est-ce que selon toi, donc les secrets de Skinwalker Ranch racontent bien, donc la série, hein, les saisons qui sont sorties, donc en 2021, je crois, racontent bien ce qui se passe, en fait, ce qui s'est passé réellement. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, le ranch a été acheté par encore un riche entrepreneur, cette fois-ci dans l'immobilier. On dirait que c'est un mini-Trump, cette fois-ci. De manière enfin, son approche est tout à fait louable. L'idée était de dire, voilà, l'armée américaine, pendant plusieurs années, s'est emparée de ce ranch, a mené des enquêtes, a fait des analyses, mais tout est resté secret et le public n'a pas pu profiter de ces recherches. Donc, en fait, moi, grand bienfaiteur de l'humanité, Brandon Frigal, je vais acheter ce ranch et puis, en fait, non seulement je vais montrer au monde tout ce qui s'y passe, mais je vais également faire participer, je dirais, les gens à la recherche. C'est ce qu'il est en train de faire au travers de son site. En fait, il a créé un site où c'est une sorte de science participative. Je trouve l'idée assez intéressante, à l'image de ce que fait le SETI également. On peut participer au SETI avec son ordinateur à la recherche de vie extraterrestre. Voilà, c'est effectivement participer à la recherche ufologique et sur le paranormal. Donc, il a mis beaucoup d'argent en fait dans cette aventure, non seulement dans l'achat du ranch, mais ensuite dans le financement des expériences qui ont lieu sur ce ranch, puisque l'idée, c'est aussi de stimuler le phénomène OVNI par plein de manières, mais une des manières est par exemple en lançant des fusées, alors pas des petites fusées du 14 juillet, mais des grosses roquettes, par exemple, et en équipant le ranch, qui est quand même assez grand, avec toutes sortes d'instruments de détection, de mesure, autant du ciel que du sol, que de l'atmosphère. Donc, un gros investissement, je dirais, financier et aussi en hommes, puisqu'il y a une équipe de scientifiques qui est H24 sur place et qui enregistre et qui teste et qui font des hypothèses. C'est vraiment de la science, c'est de l'exploration scientifique, je dirais. C'est pas vraiment de la science au sens propre, puisqu'il est compliqué de développer une hypothèse et de la tester sur ce type de phénomène, puisqu'on a un problème de répétitivité. Le phénomène ne se répète pas à souhait, on n'est pas dans un laboratoire. Mais on est quand même dans une forme de laboratoire, je dirais, vivant, où on essaye de jouer un peu avec ce phénomène, de le titiller, de le provoquer, de regarder ce qui se passe. Et c'est effectivement ce qu'ils font. Et ils sont constamment en train de filmer en fait leur expérience. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de critiques qui ont été émises sur cette émission en disant que c'est sensationnel, que c'est monté, que c'est à l'américaine, etc. Oui, effectivement, le narratif est à l'américaine. Il y a beaucoup de dramatisation, d'exagération. C'est une sensibilité culturelle, mais il n'y a rien qui est monté, il n'y a rien qui est programmé, il n'y a rien qui est arrangé ou scénarisé. En fait, tout est filmé sur le moment
montée et restituée au public. Et je trouve la série passionnante, personnellement, puisque des ovnis ont pu être filmés de jour et de nuit. On voit effectivement, y compris l'un des scientifiques, le docteur Travis Tyler, lui-même être victime de radiation, par exemple. On observe les instruments de mesure, d'enregistrement, de détection dysfonctionner. On observe aussi beaucoup d'anomalies électromagnétiques, des pannes, etc. Donc, en fait, effectivement, ça questionne, ça interpelle. Il se passe beaucoup de choses sur ce ranch. Et puis, on les suit dans leur expérience. Je trouve ça très intéressant. Voilà. Cette transparence est louable, encore une fois. Et est-ce qu'on peut comparer le cas de Skinwalker à d'autres cas? Qu'est-ce que tu dirais de ça? Alors, quand la Defense Intelligence Agency était sur place pour étudier le ranch du Skinwalker, ils étaient également en train d'étudier d'autres endroits ou d'autres zones similaires. On ne sait pas vraiment lesquelles, mais on sait qu'aux États-Unis, certaines zones existent. Ce sont des zones à haute étrangeté. Certaines se trouvent, par exemple, dans l'État de Washington, donc au nord-ouest des États-Unis. On a une zone au Nouveau-Mexique qui est assez connue, qui est la zone de Dulce, qui est au Four Corners. Mais il y en a d'autres, effectivement, dans le monde. En Europe, on a Esdalen. Alors, Esdalen, c'est un petit peu particulier, c'est surtout une zone de répétition d'apparitions d'ovnis. Mais en France, on a le Col de Vence, par exemple, qui est connu aussi pour ses apparitions d'ovnis. Mais je dirais en termes de Disneyland du paranormal, donc on a effectivement ce mélange entre l'ufologie, la cryptozoologie, le paranormal, on a tout ça qui se rencontre. On a effectivement un cas qui est bien connu, c'est le cas de Mossman, en fait, qui a été investigué par l'enquêteur ufologue américain John Keel, qui a eu lieu entre 66 et 67, sauf erreur, en Virginie de l'Ouest, où il a pu, cet enquêteur, non seulement enquêter sur une vague d'ovnis, mais en même temps, de manière simultanée, sur une vague de Mossman. Je ne sais pas comment traduire ça, c'est d'homme chauve-souris ou d'homme... ouais, de Moss, c'est la mouche, je crois en français. C'est pas vraiment la mouche, c'est the fly, la mouche. Mais voilà, le mot va me revenir. Mais c'est de la cryptozoologie, aussi avec des phénomènes de paranormal, de précognition, de télépathie. Il y a eu également des cas de Men in Black. Donc, il a eu de téléphones qui venaient de nulle part. En fait, il a eu le cas, il a eu tout ça en fait, qui s'est mélangé, de prophéties aussi, qui s'est mélangé durant 1 an ou 2. Et ça a donné lieu d'ailleurs à un livre qui s'appelle, je crois, Operation Trojan North, qui a été traduit en français, mais sous un autre nom, je ne m'en souviens plus maintenant, et dans un film avec Richard Gere, je crois. Ils ont fait un film, en tout cas, qui est très connu, en fait. La prophétie des ombres, je crois. Voilà, la prophétie des ombres, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, en fait, ce cas est très, très proche, en fait, puisqu'on a tous ces phénomènes-là qui convergent sur cette petite ville qui s'appelle Point Pleasant, en Virginie de l'Ouest, et qui se termine, je crois, par un désastre avec un pont qui s'effondre, et puis des victimes, en fait, sur ce pont. Et ce désastre a été prédit, en fait, par des entités. Enfin, c'est un cas passionnant, et pour ceux qui connaissent pas bien l'ufologie, je leur recommande, en fait, de lire les ouvrages de John Keel, qui est un ufologue qui avait une grande ouverture d'esprit, parce qu'il s'intéressait non seulement à l'ufologie, mais aussi au paranormal, et ça lui permettait de construire des passerelles entre ces deux disciplines qui sont en fait très proches finalement. Et il a développé une hypothèse dans un de ses livres en disant non, en fait, le phénomène ovni n'est pas forcément extraterrestre, mais il est, je crois qu'il appelait ça ultraterrestre, c'est-à-dire que ce sont des formes d'intelligence qui vivent un peu parmi nous, ou dans des dimensions cachées, mais en tout cas qui nous connaissent intimement et qui n'ont pas besoin de traverser tout le cosmos pour venir nous visiter, mais qui sont effectivement, je dirais, comme dirait John
Terence McKenna, un quant après de nous-mêmes, en fait, qui sont très proches, qui ont cette capacité à se matérialiser. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on observe sur le ranch de l'Utah, aussi parce qu'on a ces manifestations qui sont très soudaines et qui prennent des formes très diverses. Alors justement, on a parlé d'ufologie, donc merci Fabrice. On touche du coup, on commence à toucher un peu au côté paranormal. Tu fais une jolie transition en fait tout seul. Du coup, je laisse Anaïs sur ce point-là. C'est à toi, Anaïs. Oui, merci Marie-France. Effectivement, avant de discuter vraiment de cette relation paranormale et ufologie, je voulais te demander, Fabrice, il y a eu plusieurs hypothèses du coup explicatives qui ont été soulevées pour expliquer justement ces phénomènes-là, et dont celle du multivers et des trous de verre. Et je voulais savoir ce que tu pensais justement de cette hypothèse concernant le ranch de l'Utah. Oui, alors, bon, il faudrait poser la question à un physicien, hein. Et avec les multivers, je crois savoir qu'on est pas loin de la théorie des cordes, en fait, finalement, voilà, qui dit qu'effectivement, notre réalité n'est pas faite de 4 dimensions, c'est-à-dire de 3 dimensions spatiales et d'une dimension temporelle, mais en fait d'une multitude de dimensions microscopiques. Et puis certains ont fait l'hypothèse que des formes d'intelligence ou de conscience exogène passent par ces dimensions. Jacques Vallée en a parlé, par exemple, dans son livre Autres dimensions, sont capables en fait, de se matérialiser dans notre environnement. Et puis, si on interroge les scientifiques qui se trouvent actuellement sur le ranch de l'Utah, dont Travis Tyler, je crois pouvoir dire qu'ils favorisent une hypothèse qui est l'hypothèse en fait, d'un portail. Il y aurait effectivement un portail au-dessus du ranch duquel apparaissent toutes sortes de phénomènes, dont les cryptides, mais aussi des phénomènes ovnis. Et si on s'intéresse, je dirais, au témoignage du début, en fait, par justement les premiers ranchers ou fermiers qui étaient sur place, certains ont pu observer comme des portails dans le ciel, desquels émergeaient des objets qu'on appelle maintenant des ovnis, en fait. Donc, ça semble être corroboré ou confirmé par des témoignages, en fait, des habitants, en fait, du ranch à l'époque. Oui, et il y a aussi eu des cas où justement il y a une personne qui voit une apparition voilà, un petit peu étrange et l'autre, son collègue qui peut être près de lui, ne le voit pas. Alors je me demandais, est-ce qu'on peut envisager du coup cette expérience comme un état modifié de conscience vraiment individuel qui du coup pourrait se rapporter, enfin peut-être pas forcément tout de suite, mais au hitchhiking dont tu as parlé tout à l'heure, ou à l'élusivité aussi du psy. Donc cet effet un petit peu de miroir de la psyché, en tout cas une expression de la psyché qui s'extériorise. Qu'est-ce que tu penses justement de cette différence entre les individus qui vivent un même événement? Mm-hmm. Bon, ça fait l'objet de mon premier livre, hein, que j'ai écrit il y a 15 ans, Venez les agents du changement. En fait, le questionnement que j'ai eu au tout début de mes recherches ufologiques et de mes enquêtes ufologiques était de se dire pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui voient des ovnis et d'autres n'en voient pas? Et ces gens qui voient des ovnis sont des gens qui sont sains d'esprit, qui sont fonctionnels, qui n'ont pas de pathologie, qui ne cherchent pas forcément à se faire de la publicité ni de l'argent, parce que c'est pas avec l'ufologie qu'on va se faire de l'argent. Donc, il y a quelque chose qui doit les rendre distincts en fait, du reste de la population, ce qui m'a amené à m'intéresser à des recherches faites par des psychologues, et puis ensuite, je dirais, à créer des passerelles avec d'autres disciplines, comme les expériences de mort imminente, et me dire, tiens, c'est intéressant parce que les témoins de ces phénomènes sont souvent des gens aussi qui ont un profil un petit peu particulier en termes de personnalité, qui ont, je dirais, une ouverture aux réalités alternatives, on dira, ou qui ont une certaine sensibilité ou une capacité, je dirais, à la dissociation en psychologie, ou la capacité à avoir un monde intérieur, une vie intérieure assez riche, qui leur permettent, je dirais, de faciliter l'émergence de ces phénomènes. Et on trouve effectivement parmi les gens qui ont des expériences ovnis répétées, par exemple, des capacités psy, des capacités à avoir
les facultés parapsychologiques, où beaucoup ont vécu également des expériences de mort imminente ou des sortir du corps. Donc, on est sur des profils particuliers de témoins, effectivement. Et puis, c'est pour ça qu'il est compliqué ou il est quasiment impossible de dissocier le phénomène ovni de la conscience, puisque les deux sont complètement reliés. On a des témoins qui sont capables de, je dirais, pas provoquer ces apparitions, mais qui sont en lien avec ces apparitions. Et puis, on a de l'autre un phénomène ovni qui est capable de manipuler ou d'altérer ou d'entrer en conscience, de rentrer en relation très facilement avec la conscience des témoins, qu'ils soient privilégiés ou pas. Donc, il y a une intrication en fait entre les ovnis et la conscience qui est très, très forte et qui a été, durant des décennies, on va dire, mal considérée ou peu considérée par les ufologues qui se sont beaucoup concentrés sur la partie physique ou matérielle du phénomène. Donc, c'était l'idée, en fait, de mon initiative de diriger, en fait, l'écriture de l'ouvrage OVNI et conscience pour dire, voilà, le phénomène OVNI n'est pas que matériel, mais il est aussi conscience. Puis, en fait, avant tout, il est conscience avant d'être matériel, puisqu'on sait que c'est un phénomène qui se matérialise, en fait, et tout est conscience et tout est esprit dans notre réalité avant d'être matière de toute façon. Donc, on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion, à mon avis. Et qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces traces matérielles qu'on retrouve derrière certains événements ufologiques? Bon, on peut dire que le phénomène est matériel, tout simplement. Il est matériel parce qu'il il imprime les appareils photo, on peut le filmer, on l'enregistre sur les radars, on l'enregistre, il laisse des traces au sol, il peut laisser des traces sur les témoins également. On parle des rencontres rapprochées du deuxième type, quand le phénomène a un effet sur l'environnement. On a plein de cas, c'est très, très documenté. Mais de l'autre, on a un phénomène ovni qui est capable d'accélérer à Mach 10, à Mach 15, à Mach 20, sans faire de boom supersonique. Donc, c'est quoi cette physique finalement? C'est quoi cette physique? Vous voyez, il est matériel, mais il est immatériel en même temps. Et puis, certains témoins vous diront même qu'il est organique. Ils ont l'impression que le phénomène est vivant, qu'il respire, qu'il est comme un être vivant. Donc, c'est intéressant parce que le phénomène ovni, il questionne nos catégories ou il questionne notre manière, je dirais, de serrer ou d'arranger le réel. On aime bien mettre les choses dans des petites cases, c'est pratique, c'est facile. En fait, le phénomène ovni nous dit que la réalité est beaucoup plus complexe qu'elle l'est. Puis encore une fois, le phénomène ovni, c'est une opportunité de faire de la science et de la bonne science et puis de remettre en question les paradigmes, de remettre en question les paradigmes existants, en fait. Et c'est pour ça que le monde scientifique ne veut pas parler d'OVNI, parce qu'il faudrait revoir beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que la science actuelle est fausse. La science actuelle fonctionne, on arrive à envoyer des vaisseaux sur la Lune, des fusées sur la Lune, on a construit des ordinateurs quantiques, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Mais ça n'explique pas tout, en fait. Voilà. Donc, on a une nouvelle science qui va devoir émerger. C'est une forme de science qui allie la conscience et la matière, et la technologie, en fait. Une techno-conscience, en fait, quelque chose comme ça. Voilà ce que nous apprend le phénomène OVNI. Et il y a eu aussi certains événements dans le ranch de l'Utah qui ont été rapportés, tels que, par exemple, des bœufs, je sais, qui ont été mutilés, vidés de leurs organes avec aucune trace de sang autour, ou certains membres aussi de la famille Gorman qui rapportent avoir été en contact avec un loup qui pesait plus de 90 kilos, puis qui s'est volatilisé et qui a aussi laissé un morceau de chair parce que voilà, il l'avait fusillé. Là, on est en dehors, j'imagine, donc des phénomènes ufologiques. Qu'est-ce que tu dis sur qu'est-ce que tu penses de ces cas-là? C'est très troublant. Là, on est en contact avec la face, je dirais, sombre de l'ufologie. On connaît bien les cas de mutilation de bétail, notamment aux États-Unis. Je rappelle que durant au milieu des années 70, en particulier dans l'État du Nouveau-Mexique, mais également dans les grandes plaines que sont l'Utah, le Montana, le Nevada, le Wyoming, etc., plus de 10 000 têtes de bétail ont été retrouvées exsangues, avec les organes retirés, mutilés de manière chirurgicale,
sans qu'on soit capable, et le FBI a fait une enquête là-dessus qui a duré plusieurs années, de désigner des coupables. Plusieurs hypothèses avaient été mises devant. On a dit d'abord que c'était des prédateurs naturels, enfin des coyotes, etc. Ensuite, on a dit que c'était des cultes sataniques. Et puis revenait après les petits hommes verts, quoi. Mais on n'a pas d'explication. Vous avez des bovins, des vaches qui ont été retrouvés sur le sommet des arbres, sans trace de sang nulle part, sans trace de pas, sans trace de véhicule. C'est techniquement impossible à faire. Techniquement impossible à faire. Donc, il n'y a pas d'explication rationnelle. Après, on en fait l'interprétation qu'on veut de ces phénomènes. En tout cas, c'est clairement relié au phénomène OVNI, ces histoires de mutilation de bétail. Et puis, on retrouve effectivement ces phénomènes sur le cas du ranch de l'Utah. Je rappelle que le ranch de l'Utah, c'est avant tout une ferme, c'est un ranch. Donc, son objectif est d'élever du bétail. Les gens qui se sont installés là-bas, les Gorman et puis avant les Myers, étaient là pour faire paître du bétail. Et puis, une tête de bétail aux États-Unis ou ailleurs, c'est vite 10 000, 15 000 francs. Vous en faites mutiler 4, 5, 6 dans l'année, pose un problème financier. Vous ne pouvez pas vivre, même si vous êtes assuré, c'est compliqué. Donc, voilà, j'ai pas de réponse à cela. C'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressé, ce sujet des mutilations de bétail, parce que c'est vrai, on a de la peine à le faire rentrer en fait, dans le pulse global du phénomène OVNI. Après, ça fait dire à certains que le phénomène OVNI est mal intentionné. Enfin, voilà. Moi, je ne tirerai pas cette conclusion. Je pense qu'elle est hâtive. Voilà. Pour plein de raisons, en fait, je ne le ferai pas. Mais voilà, à voir. Je crois que le débat, il reste encore ouvert. Et dans le rapport justement parapsychologie et ufologie, j'ai retrouvé dans leur livre une hypothèse qu'on retrouve dans le cas par exemple des maisons hantées. Ils ont souligné que peut-être le niveau émotionnel justement de la famille des Gorman, qui était extrêmement fort dû aux événements traumatisants qu'ils éprouvaient, aurait pu, en tout cas pourrait peut-être provoquer justement ces phénomènes psy ou ufologiques. Qu'est-ce que tu penses de cette perspective? Bon, personnellement, je pense qu'elle est vraie, mais je pense qu'elle a le défaut d'être réductrice. Elle est vraie parce qu'en parapsychologie, on a vu que en fait, les phénomènes de poltergeist en particulier étaient souvent liés à une personne, souvent en crise, souvent adolescente. Et que en fait, ces conflits internes à cette personne, son fort mal-être et ces crises s'extériorisaient en fait sur son environnement. Donc effectivement, l'état psychique d'un sujet est à même de provoquer ce type de phénomène. Ça, je l'entends tout à fait. Mais de là à mutiler du bétail ou à créer des apparitions de cryptides ou d'ovnis, il me semble que c'est un peu exagéré. Mais c'est mon opinion. Il y a aussi eu des expériences identiques moi, j'ai retrouvé, par exemple, quand ils rapportent le cas des taureaux qui ont été retrouvés dans une petite remorque fermée à clé. Donc dans le ranch de l'Utah, justement, et on retrouve aussi dans certains comptes rendus des recherches psychiques, par exemple, le cas de médiums qui ont été enfermés dans des cages, pareil, cadenassées, et qu'on a retrouvé quelques minutes après à l'extérieur de cette cage. Alors du coup, je me suis posé une question, je me suis demandé si on pouvait encore distinguer finalement les phénomènes ufologiques des phénomènes parapsychologiques, ou si ce n'était pas un phénomène de même nature, finalement. Oui, alors il y a des ufologues qui ont fait des recherches assez conséquentes sur le sujet. Je renvoie aux travaux de Jean Sider, vous connaissez peut-être, qui a écrit plus d'une dizaine d'ouvrages, beaucoup en lien avec cette question. Et il a pu dresser des parallèles à bon escient, je dirais, entre ces deux phénomènes. Donc, clairement, il y a des ponts, il y a des passerelles, il y a des liens. Ça me paraît absolument évident. Et d'ailleurs,
enfin, je considère à préfacer mon premier livre. Donc, c'est dire que je l'ai contacté pour le faire. J'ai du respect pour son travail, c'est un travail de qualité, d'historien, de recherche très intéressant. Et je pense ce travail reste pertinent de nos jours. Je pense que les ufologues auraient tout à gagner à s'intéresser un peu à la parapsychologie et au paranormal, parce que, comme l'a fait un peu Jacques Vallée quand il s'est intéressé au folklore, dans son livre Passeport pour la Magonie, ou Passport to Magonia en anglais. Non, c'est traduit autrement en français, je ne sais plus le titre en français. Mais en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait le lien entre les récits du folklore on dira, 16e, 17e et 18e, sur ce qu'on appelle le petit peuple. Le petit peuple, on se souvient que c'est le peuple des fées, des lutins, des gobelins, des trolls, enfin, tout ce bestiaire, en fait, lié je dirais, à l'énergie, aux élémentaux de la nature. Et donc, ce qu'on retrouve dans ces récits, et ce que nous disent actuellement les témoins d'OVNI, en particulier ceux qui prétendent être enlevés par des extraterrestres. Et les parallèles sont absolument fascinants, puisqu'on retrouve en fait les mêmes effets et les mêmes mécanismes lors des deux époques, avec des phénomènes en fait qui semblent très différents, mais si on creuse si on fait une vraie recherche sur ces deux phénomènes, on se rend compte qu'il y a énormément de points communs et de similarités. Voilà. Donner juste un exemple, c'est les épisodes de temps manquant qui sont bien connus en ufologie. D'accord? On sait que quelqu'un peut observer un ovni en train de conduire sa voiture, et puis il arrive chez lui, au lieu d'arriver à minuit, il arrive à 3 heures du matin, il y a 3 heures qui ont disparu, puis effectivement, sous régression imitative, on se rend compte que cette personne raconte avoir été enlevée par des extraterrestres. Bien, à l'époque des faits, il se passait exactement la même chose. C'est quelqu'un qui allait se promener dans la campagne, il disparaissait 3 heures, puis il se disait avoir été enlevé par le petit peuple. Donc, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais également, on a Gordon Creighton, qui est un ufologue britannique qui est décédé aussi, a fait le même exercice avec les succubes, les incubes, et en particulier avec les djinns, donc du folklore musulman, qui sont en fait des êtres éthériques. Et on retrouve aussi effectivement les mêmes capacités en fait, chez les djinns que chez les extraterrestres actuels. Donc en fait, il y a beaucoup de convergence entre ces phénomènes, et ça pourrait indiquer que le phénomène ovni est peut-être beaucoup plus ancien qu'il n'y paraît, et beaucoup plus proche de nous qu'il n'y paraît, et qu'on a toujours été en présence de ce phénomène d'une manière ou d'une autre, puisque ce sont toujours les mêmes, ce que j'appelais en OVNI, les agents du changement, des invariants en fait qui se présentent, des invariants. C'est toujours le même scénario qui se répète. Si vous vous intéressez de près au phénomène des enlèvements, donc les rencontres rapprochées du 4e type, vous vous rendez compte qu'en fait, les phases de l'enlèvement ou les étapes de l'enlèvement sont quasiment systématiquement les mêmes et dans le même ordre, quel que soit le continent ou quelle que soit la personne qui le vive, et sans que les personnes se concertent. Et c'est en particulier l'historien Thomas Böhler qui a fait toute une recherche là-dessus, qui a écrit un énorme pavé. C'est un historien, un sociologue, ancien sociologue, qui a montré en fait qu'il y a une logique derrière qu'on ne peut pas expliquer. Il y a un mécanisme derrière qu'on n'explique pas. Donc, il y a une part de vrai finalement. Il y a une part de vrai, alors qui est peut-être archétypale. On peut imaginer que l'inconscient soit derrière ces manifestations d'une certaine manière. C'est un peu l'hypothèse des tricksters, hein, qui est défendue entre autres par mon ami Laurent. Je ne vais pas prononcer son nom de famille parce que c'est à consonance polonaise et je vais dire une bêtise. Mais je le salue au passage s'il m'écoute. Voilà. Et puis, je trouve que c'est une hypothèse aussi qui est très intéressante. Voilà. Dans le cadre de la recherche sur les ovnis et la conscience. Merci Fabrice. Du coup, une dernière question pour revenir un peu au ranch. Comment est-ce que tu vois l'évolution en fait du Skinwalker Ranch et de ce qui s'y passe, des expériences, etc. dans les années à venir? Oula, alors bon, la question devrait être posée à Brendan Frugal. Hein. C'est lui qui a acheté le ranch et c'est lui qui gère avec History Channel les opérations. Bon, pour l'instant, il a l'intention de continuer. Je crois qu'il a fait 3 saisons. Donc, il est en train de tourner une saison, en tout cas, ça doit être la 4e. Il a l'intention de mettre toujours plus de moyens.
parce qu'on devrait s'en féliciter, pour voilà, faire en sorte que le phénomène se manifeste et puis tester toujours plus d'hypothèses sur son fonctionnement. Enfin, moi, j'ai qu'un souhait, c'est qu'il reste entre les mains du civil et qu'il ne retourne pas entre les mains du militaire. Je pense qu'il faut continuer dans cette direction. Je souhaiterais que la communauté scientifique s'y intéresse sans sourciller, prenne ça au sérieux. Donc, il faut des fonds en fait derrière. J'ai beaucoup d'estime pour Avi Loeb, l'astrophysicien d'Harvard, qui a beaucoup parlé d'Oumuamua, mais qui est actuellement en train de mettre en place un projet. Il a déjà commencé, je crois, il y a 2 ans, le projet Galileo, qui va un petit peu dans la même direction. L'idée est d'équiper des stations dans le monde entier d'enregistrement et de détection du phénomène OVNI. Et son raisonnement est un petit peu le même que le mien, ou c'est le mien qui est proche du sien, en disant, le ciel n'appartient pas aux militaires, il appartient à l'humanité. Et en fait, c'est à nous, aux civils, de s'approprier en fait, le ciel et de faire une forme de science participative. Et Avi Loeb est effectivement financé par des gens qui ont beaucoup de moyens, en fait, qui sont des philanthropes. Et puis, je crois que peut-être l'avenir, pour répondre à ta question, c'est effectivement de toujours plus susciter l'intérêt de gens comme justement Robert Bigelow. On peut peut-être un jour imaginer que Elon Musk, je crois l'homme le plus riche sur Terre, finance ce type de recherche. Et ça nous permettrait d'aller de l'avant. En fait, ce qu'il nous faut, c'est de l'argent, c'est des compétences et c'est la volonté en fait, d'aller de l'avant. Donc voilà, il y a aussi le crowdfunding qui peut nous aider. Donc on commence à avoir des outils qui me semblent intéressants pour désapproprier, je dirais, les gouvernements et l'armée qui a pendant plus de 70 ans mis une chape de plomb sur ces phénomènes. Il les a d'abord ridiculisés, les a niés d'abord, ensuite il les a ridiculisés, puis maintenant ils sont dans une logique d'ingénierie sociale. L'idée est de dire, OK, on ne peut plus nier ces phénomènes, ils existent, mais ce qu'on va faire, comme on ne peut plus nier l'évidence, on va essayer de contrôler le narratif et puis d'amener, je dirais, la population plus ou moins lentement à accepter ces phénomènes de manière à ce que ça ne constitue pas un choc le jour où ça apparaît au grand public. Voilà. Et puis, le jour où ça apparaîtra au grand public, certaines têtes pourraient être aussi coupées. Parce que les gens vont quand même demander un peu des comptes, j'imagine. Enfin, j'espère, en disant, écoutez, pendant 80 ans, vous nous avez menti. Maintenant, il est temps de prendre vos responsabilités en tant que gouvernement. Parce qu'on touche à des sujets qui concernent l'humanité entière. Le fait de ne pas être seul dans l'univers, le fait de dire que notre réalité est beaucoup plus fine et complexe qu'on nous dit, le fait de nous dire qu'au-delà de la matière, il y a de la conscience, puis qu'on n'est pas fait que de matière, on n'est pas notre corps, notre cerveau, on est aussi notre âme et notre conscience, nous sommes tous interconnectés. Enfin, c'est ce qu'on expérimente, excusez-moi, en remote viewing ou en vision à distance que j'enseigne. Donc voilà, tout ça est relié en fait finalement. Donc, et je crois que voilà, certains scientifiques ont peur de ce discours parce que c'est de la pseudo-science, parce que c'est du New Age ou je ne sais quoi, mais en fait, c'est la science du futur et c'est intéressant parce que cette science du futur, c'est aussi les traditions d'hier. Si on s'intéresse aux Védas, à tous les écrits en fait, orientaux, en fait, les grands sages et les grandes traditions nous disent tout ça, c'est qu'avant tout, il y a l'esprit avant d'avoir la matière et que tout est interconnecté finalement. Donc, on retourne là-bas et c'est là où en fait, la science rencontre la conscience. Et on dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est pas pour rien. Et on le voit, en fait, on a tous ce discours actuel. Je fais une petite digression sur le développement durable, sur le fait qu'il faut sauver la planète, sur l'écologie, et c'est très bien parce qu'effectivement, on a de graves problèmes écologiques. Et le phénomène OVNI, s'il apparaît depuis 1945-47, c'est pas un hasard. C'est lié à la bombe atomique, c'est lié à la pollution, c'est lié
à la disparition du vivant, du biotope, etc., des écosystèmes qui sont détruits et des ressources qui sont gaspillées, qui sont détruites. Et puis le discours, c'est de dire, effectivement, on peut continuer avec cette société de consommation et d'abondance, ce qui est très bien, on a besoin de confort, et on est là pour profiter de la vie aussi, hein, on n'est pas là pour vivre comme des moines ou des nonnes, mais effectivement, on continue quand même dans un système, je dirais, de consumérisme, de croissance, d'utilisation outrancière des ressources, et puis on dit, on pourra trouver notre salut fait par le technicisme, en fait, c'est encore la technique qui va nous sauver. Et je pense que la technique peut effectivement aider. On peut installer des panneaux solaires à gauche, à droite, mais au bout d'un moment, il faudra une révolution de la conscience aussi. C'est ça qu'il faut, une révolution de la conscience. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc voilà, c'est à cela qu'on doit travailler, à mon avis. Et puis le phénomène OVNI, il participe. Et c'est pour ça que mon premier livre, je l'ai appelé Les agents du changement. Parce qu'ils sont là pour nous faire prendre une prise de conscience sur l'état, la gravité écologique à laquelle on est confronté. Voilà, je pense que tout est relié, en fait. Merci beaucoup, Fabrice. Merci aussi pour ces derniers mots qui étaient forts et très, très compréhensibles. Merci Anaïs aussi pour ce partage d'émission. Fabrice, on aura, j'espère, l'occasion de se retrouver sur d'autres cas, d'autres épisodes sur EWAPlay. Et merci à tous pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver sur la chaîne EWAPlay. À bientôt.